Le cerveau humain c'est une machine absolument fascinante, non? Capable de résoudre des équations mathématiques ultra complexes, d'analyser des concepts abstraits ou, je sais pas, de concevoir des gratte-ciel. Complètement. C'est le super ordinateur par excellence. Voilà. Mais, et c'est ça qui est drôle, il suffit de prendre ce même cerveau, de le placer au beau milieu d'une rue étrangère avec, disons, une simple envie d'acheter un morceau de pain, pour qu'il s'effondre, littéralement en quelques secondes. Bah oui, le crash total du système. C'est ça. Les sons environnants deviennent un brouhaha indiscernable, les enseignes lumineuses ressemblent à des hiéroglyphes et l'espace urbain se transforme en un labyrinthe hostile. C'est un phénomène clinique très précis qu'on appelle la surcharge cognitive. C'est une paralysie terrifiante en fait. Et elle est profondément ancrée dans notre biologie. Vraiment. À ce point-là. Ah oui, l'esprit humain tolère extrêmement mal l'ambiguïté spatiale. Surtout quand elle est combinée à une incapacité totale de communiquer, tu sais. Genre quand on ne sait ni où l'on se trouve sur une carte, ni comment articuler une demande pour retrouver son chemin, c'est ça? Exactement. L'anxiété monte en flèche, le cerveau reptilien prend le relais, déclenchant une réaction de stress immédiate. Ah ouais, le fameux mode survie. Tout à fait. Et c'est précisément ce mur psychologique massif que tout bon programme d'apprentissage, en particulier dans l'acquisition de nouvelles langues, doit impérativement abattre. Avant même d'essayer d'enseigner quoi que ce soit d'autre, du coup. C'est la priorité absolue. Eh bien, c'est exactement ce qui nous amène à notre sujet du jour. Notre mission pour cette exploration au cœur de nos sources, c'est d'analyser un document pédagogique qui s'attaque frontalement à ce fameux mur. Un document très spécifique, d'ailleurs. Oui, il s'agit d'un manuel d'apprentissage intitulé French Guide City Places and Je vais, ce qui correspond à la leçon 16 du programme. C'est un matériel conçu sur mesure pour les grands débutants. Ce qu'on appelle le niveau A1 absolu. Avec une règle d'or précisée dès le départ, un rythme très lent. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de mémoriser 6 mots de vocabulaire en français. L'objectif est bien plus large. Bien plus structurel, oui. Bon, décortiquons un peu tout ça. Quelle est la méthode à l'œuvre ici ? Comment cette leçon parvient-elle à structurer l'acquisition des connaissances pour faire passer un adulte du vocabulaire brut à la grammaire, puis à la narration ? Le tout sans jamais déclencher cette alarme de surcharge cognitive dont on parlait. Exactement. Sans provoquer de court-circuit. Le cadre d'analyse est vraiment crucial ici. Ce que nous allons observer aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une masterclass en ingénierie de l'information. Le terme est fort. Masterclass. Mais c'est le cas. Trop souvent, l'enseignement traditionnel assomme l'apprenant adulte avec des listes infinies, des règles abstraites, qui demandent un effort de mémorisation brut épouvantable. On l'a tous vécu à l'école, ça. Voilà. Alors qu'ici, l'approche est, pour le coup, presque chirurgicale. Le document fragmente l'information. Il crée d'abord des fondations solides, des points d'ancrage, c'est ça, et... C'est ça. Avant d'ajouter le mouvement, puis, dans un dernier temps, le contexte émotionnel. C'est d'une précision redoutable. Alors commençons par la toute première étape de cette progression, les fondations géographiques. Avant de pouvoir courir dans tous les sens ou de demander son chemin, il faut d'abord connaître la carte. La carte et les étiquettes qu'on y pose. Exactement. Le document introduit 6 lieux fondamentaux. On a d'abord la ville, le concept global. Le parapluie qui englobe tout le reste, oui. Puis en descendant les détails, on a la banque, la gare, la boulangerie, le supermarché et enfin le parc. Et là, un truc m'a immédiatement interpellé dans la source. Un détail visuel fascinant. Au niveau des traductions, tu veux dire ? Oui, le texte fournit la traduction anglaise, ce qui est attendu bien sûr, mais il inclut également les traductions en caractères chinois. Ah, ça c'est brillant. Pour la banque par exemple, on trouve l'idéogramme précis juste à côté du mot français. C'est quand même super rare de voir ça dans un manuel classique, non ? Rare, mais très intentionnel. Ça relève directement de la théorie du double codage. En offrant plusieurs points de référence visuels et conceptuels, le document sécurise la compréhension. Ça rassure l'étudiant international en fait. Exactement. Voir un idéogramme familier, à côté d'un mot français totalement inconnu, ça crée un pont sémantique immédiat. Le cerveau se dit « Ah ok, je connais ce concept, c'est bon ». C'est exactement ça. Mais au-delà de ces traductions, l'instruction de loin la plus importante de cette première section, celle qui est écrite en gros, c'est un avertissement très clair. Faites attention au genre. Oh là, la fameuse question du genre. C'est généralement là que le bas blesse pour ceux qui découvrent les langues romanes, hein. C'est le grand traumatisme des anglophones, oui. C'est un véritable choc culturel. J'ai toujours comparé l'apprentissage des genres des bâtiments
L'attribution totalement arbitraire de personnalité à des structures en béton. C'est une belle métaphore. Bah oui, c'est comme si soudainement on décidait que la banque porte une robe et des talons parce que c'est la banque. Donc, une entité féminine dans la logique grammaticale. Tout comme la gare et la boulangerie. Mais le supermarché et le parc, eux, visiblement, ils portent des costumes cravates. C'est le supermarché, le parc, c'est purement masculin. Ce qui peut paraître totalement illogique. Pour être honnête, je trouve ça délirant. Pourquoi s'acharner à imposer cette classification binaire sur des objets inanimés? Pour quelqu'un qui cherche juste à acheter un billet de train, ça ressemble à un piège psychologique. Mais je comprends tout à fait cette frustration. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le document isole cette difficulté dès les premières secondes. Sans chercher à s'en excuser d'ailleurs. Jamais. Il ne dit pas « voici une liste de mots, apprenez-la par cœur ». Il pose un postulat clair « voici des mots » et leur ADN dans cette langue est divisé en deux catégories distinctes. On doit l'accepter, un point c'est tout. Voilà. Et pour répondre à ton pourquoi, il faudrait remonter à la lente évolution du latin vulgaire où les terminaisons phonétiques des mots dictaient naturellement leur classe. Ah, donc à la base c'était juste une question de sonorité. En grande partie, oui. Avec le temps et l'usure linguistique, ces classes se sont figées dans ce que nous appelons le masculin et le féminin. Mais d'un point de vue strictement pédagogique, maîtriser le fait que la boulangerie est féminine et que le parc est masculin, ce n'est pas un détail. C'est la base de tout l'édifice. C'est la condition sine qua non pour survivre à la suite du programme. Si cette fondation s'effrite, tout l'édifice grammatical dont tu parles va s'effondrer juste après. D'accord. Alors, parlons de cet édifice grammatical. Une fois qu'on a posé ces briques, ces lieux statiques sur notre carte mentale, le document nous pousse vers l'action. On entre dans la mécanique du mouvement. C'est ça. On passe de l'immobilité de la carte à l'intention physique d'y aller. C'est le fameux segment central, le grammar focus, centré sur la structure « je vais ». Et c'est une transition vitale. Connaître le mot « banque » est intellectuellement satisfaisant, certes, mais c'est totalement inutile si on ne peut pas exprimer le besoin vital de s'y rendre. C'est le passage de l'inventaire passif à la fonctionnalité active. Et c'est là que nous rejoignons cette fondation absolue des genres dont on vient de parler. Et oui, la grammaire entre en scène. Le document explique que pour les lieux féminins, la règle est d'une simplicité merveilleuse. On prend l'intention « je vais », on ajoute la direction « à la » et le lieu. Je vais à la banque. Je vais à la gare. C'est logique, c'est mathématique, ça rassure le cerveau adulte. Mais ensuite, on bascule du côté obscur, les lieux masculins. Et là, le document devient d'une sévérité implacable. Il y a une interdiction formelle, noir sur blanc, on ne peut absolument pas dire « à le ». Avec une énorme croix rouge à côté, n'est-ce pas? Une immense croix rouge, la phrase « je vais à le parc » est une hérésie totale. Ces deux petits mots, « à » et « le », sont obligés de fusionner pour donner naissance à un nouveau son « o », avec la coche verte pour « je vais au parc ». La fameuse contraction obligatoire. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Pourquoi la grammaire crée-t-elle ces fusions complexes ? Est-ce que, au fond, c'est pas simplement de la paresse articulatoire de la part des Français qui voulaient parler plus vite il y a quelques siècles ? Alors la paresse articulatoire, c'est une formulation très provocatrice, mais pour être honnête, elle n'est pas fausse. Ah, je le savais. Les linguistes préfèrent employer des termes comme l'assimilation phonétique ou la loi du moindre effort. C'est de la biomécanique pure, en fait. C'est-à-dire ? Imaginons l'effort musculaire pour prononcer « je vais à le parc » très rapidement. La succession de la voyelle ouverte « a » et de la consonne latérale « l » oblige la langue à faire un mouvement presque contrarié. Ah oui, à le, ça fait comme un petit trébuchement dans la bouche. Exactement. Au fil de centaines d'années de conversation, les locuteurs ont naturellement érodé, lissé cette combinaison de sons pour la rendre plus fluide. Le heurt du « a » le s'est arrondi pour devenir le son « o ». C'est fascinant quand on y pense en termes d'anatomie. C'est une sorte de lubrifiant linguistique pour huiler les rouages de la phrase, quoi. C'est une super métaphore. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large sur l'apprentissage, ce qu'il faut véritablement observer ici, c'est l'intelligence de la pédagogie visuelle du document. Le coup de la croix rouge et de la coche verte. Voilà. Il ne s'amuse pas à expliquer l'évolution de la mâchoire humaine comme on vient de le faire. Il déploie des symboles cognitifs universels d'une force redoutable. Vrai, faux. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde.
Pour un apprenant adulte qui cherche des schémas logiques, voir un symbole faux à côté d'une équation qui, mathématiquement, devrait fonctionner, ça risque pas de créer un blocage? C'est un risque, oui, mais c'est un risque calculé. Le cerveau d'un adulte a un réflexe de survie redoutable, le copier-coller. S'il intègre que A plus la donne à la, il va extrapoler que A plus le donne à le. C'est logique. Ce que fait le document avec cette immense croix rouge, c'est anticiper cette fausse piste. Il montre l'erreur intentionnellement pour détruire ce cheminement logique défaillant avant qu'il ne s'imprime dans la mémoire. C'est l'approche de la plaque chauffante, en fait. On montre la brûlure de manière très graphique avant même que la main ne s'en approche. C'est brutal, mais très efficace. Et ça rend la règle viscérale. Cependant, soyons honnêtes, une leçon basée uniquement sur des croix rouges et des règles de grammaire, c'est stérile, ça manque d'âme. Et c'est là que le document opère son virage le plus spectaculaire, vers la comédie. Le fameux troisième segment. Oui, où est la baguette? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte abandonne le ton professoral pour une petite scénette théâtrale avec deux personnages, Lucas et Anna. Nous entrons dans la phase narrative de l'acquisition. Lucas, c'est le stéréotype du touriste fraîchement débarqué, complètement perdu, avec une seule obsession vitale, trouver une baguette. Et face à lui, Anna, la guide locale dont la patience fond à vue d'œil. Un duo classique mais qui fonctionne parfaitement. Lucas essaye de deviner où acheter ce pain en utilisant la grammaire qu'on vient d'étudier. Il dit « Je vais à la banque », fumergule. Anna croise les bras et rétorque « Tu ne peux pas manger de l'argent ». Ce qui est très pragmatique. Il tente la gare. Anna lève les yeux au ciel. Les trains ne font pas de baguette. Et finalement, elle capitule et lui indique ce qu'elle appelle la maison du pain, la boulangerie. Et lui part en courant fou de joie. Exactement, en criant « J'arrive, ma belle baguette ». C'est absurde, ça ressemble à un cartoon. C'est léger, oui, mais c'est absurdité calculée au millimètre. Sous ces airs de comédie inoffensive, cette histoire est un outil de révision furtive monumentale. Furtive, comment ça? En sciences de l'éducation, on appelle ça là abaisser le filtre affectif. Le linguiste Stephen Krashen a démontré que lorsque l'anxiété est haute, un filtre mental bloque l'acquisition du langage. Le rire pulvérise ce filtre. Ah, donc, pendant qu'on rit de la naïveté de Lucas... L'étudiant est secrètement en train de réviser tout le vocabulaire du premier segment et la grammaire complexe du deuxième. On n'a plus l'impression de travailler. Donc la comédie, c'est de la véritable contrebande pédagogique. On fait passer la grammaire en fraude pendant que le cerveau sourit. Je retiens cette expression, la contrebande pédagogique. C'est exactement ça. De plus, l'histoire oblige le cerveau à connecter la logique fonctionnelle d'un lieu avec le mot de vocabulaire. Chercher du pain à la banque, c'est pas juste une erreur de mots. C'est une erreur de fonction qui met en lumière, par le contraste, la définition exacte de ce qu'est une banque. Mais le vrai coup de maître, c'est la réplique d'Anna, la maison du pain. Honnêtement, quand j'ai lu Maison du pain, j'ai trouvé ça presque poétique. Il y a de la poésie, mais c'est surtout un puissant outil mnémotechnique. Le mot boulangerie est un cauchemar phonétique pour un grand débutant. C'est vrai, les sons nasaux, c'est compliqué. En le présentant comme le concept de la maison du pain, le document crée une image mentale indélébile. C'est une étymologie fonctionnelle inventée qui rassure le cerveau. C'est un raccourci direct vers le sens. Et toute cette tension narrative culmine dans cette résolution joyeuse. Ce qui nous amène, de manière très fluide, à la toute dernière étape du document, la consolidation. Parce que faire rire ne suffit pas à graver l'information dans le marbre neuronal. Exactement. Le document répond à cela par l'évaluation via la ludification, avec le jeu interactif final structuré en 4 manches. La fameuse boucle de rétroaction, indispensable pour cimenter l'apprentissage. Ce jeu s'appelle The Where Am I Going Game. Anna annonce une destination en anglais et Lucas doit la traduire instantanément en appliquant la bonne règle, à la ou au. Sous forme de défi donc. Oui. La manche 1 agit comme une remise en jambe rassurante. La banque. Lucas analyse à voix haute. La banque est féminine, donc je vais à la banque. Simple, net. L'échauffement cognitif. On valide la règle de base avant d'introduire la friction. Et la friction arrive immédiatement à la manche 2, avec le piège par excellence, le parc. Et là, j'ai été fascinée par la sémantique de Lucas. Il s'exclame « Le parc est masculin ». Utilise le mot magique OU. C'est un détail qui a une importance capitale. Appeler cette exception frustrante le mot magique, ça change tout, le paradigme, non ?
Mais est-ce qu'on court pas le risque d'infantiliser l'adulte? Lui parler de magie comme s'il avait 5 ans? C'est un risque perçu, oui, mais en réalité, cela soulève une question importante sur l'impact de la sémantique. C'est une technique de désamorçage très sophistiquée. C'est-à-dire? Le terme exception grammaticale obligatoire déclenche l'anxiété de performance. Remplacer cela par mot magique contourne l'ego de l'adulte et abaisse les défenses affectives. L'étudiant se voit remettre un outil spécial, une baguette magique linguistique. Ah, je vois. Mais ce qui rend ce jeu réellement efficace, c'est qu'il illustre la différence entre la lecture passive et la répétition active, non? Tout à fait. C'est ce que les sciences cognitives nomment l'effet de test. Quand Anna pose la question de traduction, elle crée un vide cognitif artificiel. Et notre cerveau déteste le vide. Absolument. Le cerveau de quiconque écoute ressent un besoin irrépressible de combler ce vide avant Lucas. L'effort fourni pour se remémorer si le parc est masculin ou féminin forge une connexion synaptique infiniment plus robuste qu'une simple lecture. Ensuite, on a la manche 3, retour au féminin avec l'agare pour s'assurer que c'est maîtrisé. Et enfin, la manche 4, le point culminant. La grande finale, oui. Anna ne donne même plus le nom du lieu, elle pose une devinette logique. Où vas-tu pour acheter le meilleur pain français? Et Lucas s'écrie, tel un héros, je vais à la boulangerie. Sur le plan de la neuropédagogie, c'est une conclusion spectaculaire. C'est vrai, oui. Oui, terminer sur un tel triomphe provoque une libération massive de dopamine dans le cerveau. Cette molécule de la récompense vient littéralement sceller la mémoire. On ne referme pas le manuel sur l'épuisement d'une corvée, on le referme sur l'énergie d'un succès. On le referme surtout sur la promesse d'une belle baguette croustillante. C'est le bonus, en effet. Si on synthétise, cette leçon 16 est l'illustration parfaite d'une boucle magistrale. Vocabulaire genré, friction mécanique rendue hypervisuelle, narration humoristique qui désarme le cerveau et rappel actif qui génère de la dopamine. C'est une architecture d'une grande élégance. Et c'est la raison pour laquelle cette plongée dépasse largement le cadre de l'apprentissage du français. Absolument, et c'est la véritable leçon pour notre public aujourd'hui. Même si l'idée d'apprendre le français ne vous intéresse pas, cette structure est une masterclass universelle sur la transmission d'informations complexes. Que ce soit pour former une équipe à un logiciel ou convaincre des investisseurs. Ou convaincre un enfant de ranger sa chambre. Diviser la difficulté, tout en maintenant un engagement constant grâce à la narration et la récompense. Diviser pour mieux régner sur la complexité ambiante. C'est une philosophie qui devrait irriguer toute la communication humaine. C'est une belle philosophie. Mais en refermant le dossier aujourd'hui, une pensée assez vertigineuse a surgi. Une réflexion inspirée par ce concept troublant des genres attribués au bâtiment, qui m'agaçait tant au début. Une pensée vertigineuse, c'est-à-dire? Eh bien, puisque la langue française contraint ses locuteurs à attribuer une identité genrée à chaque espace, puisqu'elle impose que la boulangerie soit féminine, alors que le supermarché ou le vaste parc sont masculins, Oui. la question se pose, est-ce que cette obligation mécanique de dire « à la » ou « au » influence inconsciemment la manière dont une culture perçoit ces espaces urbains? C'est une vraie question de sociolinguistique. Est-ce qu'une boulangerie résonne comme un espace plus maternel, intime, parce qu'elle est féminine? Oui. Et en miroir, est-ce qu'un supermarché, parce qu'il impose le mot magique masculin « au », projette une image plus utilitaire, froide ou imposante? La fameuse hypothèse de Sapir-Whorf appliquée à l'urbanisme. Exactement. La syntaxe que l'on utilise au quotidien sculpte-t-elle l'atmosphère émotionnelle des trottoirs sur lesquels on marche? Voilà une question fascinante à méditer lors de la prochaine promenade en ville.